Bonjour à tous. Le diaporama est relativement riche en nombre de diapos. C'est essentiellement pour qu'il reste une trace d'informations plus riche que ce que je vais exposer. Mon exposé consistera à sauter un certain nombre de ces diapos. Les informations sont de deux natures. D'abord, quelques éléments historiques qui vous permettent de comprendre dans quel cadre se font maintenant les appels à projets de l'ANR. À cette occasion, une présentation des 4 piliers, des 4 composantes de l'ANR, c'est-à-dire les 4 grandes catégories d'appels à projets qui sont gérés par l'ANR. Et puis, je pense que vous verrez un intérêt à ce qu'on vous fasse le bilan de la première étape de l'appel à projet générique, ce que je vais faire maintenant, dans un instant. Et puis, je passerai aux appels à projets, cette fois-ci liés avec le secteur économique, qui est encore plus le thème de la journée aujourd'hui. Donc, l'ANR s'est doté d'un plan d'action pour 2014. Ce plan d'action, il est en cohérence avec l'agenda stratégique national France-Europe 2020, qui lui-même s'inspire ou présente une certaine cohérence avec Horizon 2020. Il a été, on tient à le rappeler, conçu de manière collégiale, puisqu'il a été fait appel à un grand nombre d'acteurs qui sont des partenaires de l'ANR, et une partie des décisions proviennent aussi de conclusions des assises de la recherche. Dans cet ensemble de partenaires, le CNRS a joué un rôle particulier, vous le verrez, car en effet, il est plus directement concerné et impliqué dans un des défis mis en œuvre. Les grandes mutations, qui sont donc les principaux changements, vous regardez le bas de la diapo, c'est qu'il y a mise en place d'un appel à projet générique, là où il y avait autrefois 20 à 30 appels thématiques, et tous ces appels s'adressent à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire il n'y a pas d'appels qui sont plus spécifiques pour les chercheurs et d'autres plus spécifiques pour les partenariats avec le secteur industriel. Tous les appels sont ouverts au PPP. Et donc, il y a cet appel à projet générique auquel sont associés 5 dispositifs particuliers de financement. Dans un instant, on les verra. Et puis, il y a subsistance de quelques appels à projets complémentaires liés à l'Europe, ou bien à des partenariats entre agences, et enfin des programmes plus orientés vers le secteur industriel. Donc les 4 grandes composantes sont les suivantes. Les défis sociétaux, il y en a 9. Un programme particulier qu'on appelle aux frontières de la recherche, qui est aussi appelé le défi de tous les savoirs. Un programme spécifique, un pilier relatif à la construction de l'espace européen de la recherche et l'attractivité de la France. Et enfin, l'impact économique de la recherche et la compétitivité. Donc le dernier point vous intéressera peut-être plus particulièrement. Donc 9 défis sociétaux ont été identifiés. Je ne vais pas les parcourir, hein, c'est pas du tout l'objectif. Mais vous voyez que ces défis sociétaux sont pour la plupart quand même en lien avec un certain nombre d'enjeux économiques ou bien d'enjeux de bien-être et de santé. Une autre composante, un autre pilier s'appelle donc aux frontières de la recherche. Il constitue aussi ce que l'on appelle on intitule le 10e défi, le défi de tous les savoirs. Il se déroule en même temps que l'appel à projet générique, c'est-à-dire en même temps que l'appel à projet des 9 défis que je viens de préciter. Et les instruments de financement sont analogues, on va les voir dans un instant. Pour pouvoir répondre au défi de tous les savoirs, il fallait pouvoir justifier une candidature qui n'entrait pas dans les défis sociétaux, mais qui pouvait concerner n'importe quelle discipline. Mais cette obligation de faire la démonstration qu'on ne pouvait pas répondre aux 9 autres défis était un exercice particulier, tout à fait nouveau. Donc la construction de l'espace européen de la recherche, c'est une dimension qu'a toujours eu l'ANR, qui a de nombreux accords de partenariat avec des agences d'autres pays. Et la nouveauté, c'est qu'il y a maintenant un comité d'orientation des actions européennes et internationales qui émet des recommandations et qui fait des analyses a posteriori. Et ce comité a un rôle de guide dans la construction des appels. Et en particulier, pour accroître l'attractivité de la France, il a été mis en place un nouveau programme qui s'appelle Accueil de chercheurs de haut niveau, géré par un appel spécifique,
et qui a pour but soit de faire revenir en France un certain nombre de jeunes collègues qui se sont expatriés, ou parfois moins jeunes d'ailleurs, et ou bien de procéder à des recrutements internationaux de la part de chercheurs étrangers exerçant à l'étranger. Enfin, quatrième pilier, l'impact économique de la recherche et compétitivité. 3 instruments de financement qu'on parcourra rapidement, les laboratoires communs, les chaires industrielles et les instituts Carnot. Le tout piloté par un nouveau comité de coordination, lui-même présidé par un industriel, et qui comprend pour moitié des représentants du secteur économique. Les instruments de financement qui viennent en soutien des appels à projets génériques et du 10e défi sont les suivants. Donc au moment où vous déposez un projet, il faut indiquer vers quel instrument vous souhaitez, ou de quel instrument vous souhaitez obtenir la subvention. Donc des projets collaboratifs faisant intervenir au minimum 2 organismes de recherche. Vous envoyez les contraintes, aussi bien en termes de financement qu'en durée. Des projets collaboratifs de type partenariat public-privé. Des projets internationaux. Alors, pardon, excusez-moi. Collaboratif, ça signifie qu'il y a au minimum alors j'appelle organisme, pas nécessairement un organisme de recherche type CNRS, INSERM, etc. C'est une institution réalisant de la recherche. Donc ça peut être une école, ça peut être une université, c'est en fait tout établissement qui a une fonction de recherche. Et donc les projets internationaux, là, nécessairement, il doit y avoir un partenaire étranger. Puis, il y a un instrument ciblé sur les individus, c'est le programme Jeunes chercheurs, Jeunes chercheuses, encore une fois à distinguer de celui de l'attractivité de la France. Et enfin, le financement dédié à l'amorçage, qui s'appelle Réseau. Et c'est un amorçage, alors pas au sens classique, fonds d'amorçage pour les entreprises, mais plutôt à l'amorçage de coopération. Résumé sur cette diapo, vous retrouvez donc les 9 défis, le défi de tous les savoirs, avec les types de financement possibles. Et puis, donc, les 4 piliers, 2 en haut, défis sociétaux et aux frontières de la recherche, 2 en bas, construction de l'espace européen de la recherche, et l'impact économique de la recherche et compétitivité. Donc voilà, résumé, les principales évolutions de l'ANR cette année, en 2014, pour un appel à projet qui a été lancé en 2013, et qui se déroule. Et donc, je vous indique, on en est maintenant à la fin de la première étape, présélection. Et la grande nouveauté, c'est que c'était un appel en 2 temps. La première sélection se faisait sur un dossier très court, de 5 pages. Et puis, ceux qui sont retenus ont à développer, à ce moment-là, un projet plus important. Alors, les 2 étapes, elles viennent du fait, c'est ce que l'on voit maintenant, elles viennent du fait que, antérieurement, de 2005 à 2013, donc l'ANR en gérait un grand nombre d'appels à projets. Et vous voyez que, selon les années, il a pu y avoir jusqu'à 6000 propositions soumises, enfin entre 6 et 6500 propositions soumises, avec un taux de succès qui ne faisait que baisser. Car en effet, le budget d'intervention de l'ANR, après avoir connu un point de croissance maximum entre 2009 et 2011, 2009 et 2010, ne fait que décroître. En 2013, il était de 450 millions d'euros. C'est une volonté de l'État, de façon à ce que, d'une part, les chercheurs français aillent de manière beaucoup plus importante rechercher des crédits de nature européenne, et qu'ils signent également des contrats avec des partenaires industriels directement et non pour une recherche subventionnée. Donc, vous voyez que ces appels à projets mobilisaient également énormément de monde. Vous voyez qu'il y avait jusqu'à 16 000 experts, 17 000 experts mobilisés, avec des comités pléthoriques. Et donc, le souhait de la communauté scientifique exprimé clairement pendant les assises de la recherche, c'était de simplifier cette procédure et de réduire le temps passé à l'évaluation. Donc, de là, la soumission et une évaluation en 2 temps. Et voilà un certain nombre de premiers éléments intéressants qui nous permettent de dire que le flux de soumission a été maîtrisé. Vous voyez la répartition selon les 9 défis, avec un grand nombre de pré-propositions en santé et bien-être, un nombre significatif pour le 10e défi,
qui n'est donc pas lié à un enjeu sociétal. Et puis après, vous voyez que c'est stimuler le renouveau industriel d'une part, et les STIC d'autre part, qui représentent les principaux défis, les principaux lieux de soumission. En même temps, vous avez, grâce au camembert, une indication des instruments qui sont sollicités par les déposants. Et vous voyez que donc l'instrument jeune chercheur, jeune chercheuse est fortement sollicité, 21% des pré-propositions. Puis après, majoritairement, c'est les projets collaboratifs, donc 2 institutions, pas nécessairement 2 institutions au sens établissement ayant une personnalité morale, 2 institutions au sens unité de recherche, d'accord ? Pas 2 équipes d'un même labo, mais 2 labos, ça correspond à un projet collaboratif. Puis vous avez les PPP pour 18%, enfin les projets internationaux pour 9% et 2% pour les réseaux de recherche qu'on a appelés amorçage. C'est une autre représentation de ce que l'on vient de voir rapidement, et selon, cette fois-ci, la répartition selon les thématiques de l'ERC au niveau européen. Donc HS, c'est pour Human Sciences, et donc les SHS, plutôt nommés ainsi en France. LS, c'est Life Sciences, et PE, je ne me souviens plus, mais c'est en tous les cas tout le reste, c'est-à-dire tout l'ensemble des sciences, tout l'ensemble des autres sciences. Ouais. Et donc vous voyez que le défi 10, qui est le défi de tous les savoirs, a donné lieu à pas mal de propositions justement dans ce domaine PE, mais un nombre significatif également en HSS. Alors, l'ANR tient à rendre hommage à la mobilisation de la communauté scientifique, car c'était dans des délais très courts que les prépropositions devaient être analysées. Et vous voyez donc, il y a eu à peu près 6000 invitations lancées à des collègues pour participer à tous les comités de présélection. Donc 1400 environ sollicités pour réaliser près de 38 000 évaluations, puisqu'il y avait tout projet était évalué par au moins 2 évaluateurs différents. Vous notez que la plupart ont répondu présent, l'immense majorité a répondu présent. Il y a eu quelques cas de conflit déclarés, c'est-à-dire qu'il y avait des déposants qui en même temps étaient évaluateurs. Et tout cela a permis de réaliser en février 2014 l'ensemble des évaluations, donc 32 864 évaluations finalisées. Point qui est plus lié au thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire le lien avec le secteur économique. Les pôles de compétitivité pouvaient être sollicités par les porteurs de projets. Ce n'était pas une obligation, ils pouvaient être sollicités. Et vous voyez que quand l'avis était demandé, parfois, il n'a pas été positif. Même parfois de manière significative. Sur les réseaux de recherche, ça a affecté plus d'un projet sur 5. Alors évidemment, les pôles de compétitivité ont pu se déclarer également non compétents. Donc c'est un élément intéressant à prendre en compte, puisque vous voyez que même pour les projets collaboratifs entre unités de recherche, c'est la quatrième barre horizontale, là, à partir du haut, eh bien, il y a des collègues qui ont tenu à solliciter des industriels, des pôles de compétitivité, de façon à avoir un avis sur leur projet. Donc maintenant, on en est là, à la 2e étape. Elle va être lancée très bientôt. Et il y a un document scientifique plus conséquent à produire. Vous irez sur le site pour en regarder les caractéristiques. Vous voyez donc, mi-mars, on y est. Ça va être bientôt l'invitation des membres de ce qu'on appelle les comités d'évaluation scientifique. Et on est en ce moment en pleine période de dépôt des projets complets. Alors j'arrive au 3e pilier, au 4e pilier dans ma présentation tout à fait au début, qui était la composante impact économique de la recherche et compétitivité, pour lequel je rappelle qu'il y a 3 instruments de financement qu'on va très rapidement voir. Donc l'ABCOM, les laboratoires communs, avec un appel au fil de l'eau, à tout moment de l'année. Les chaires industrielles, l'appel est ouvert en ce moment. Et enfin Carnot, qui est plus particulier, que je décrirai à la fin. Donc le programme LabCom, il a été mis en place tout à fait au début de l'année 2013. Et l'objectif, c'est d'accompagner la croissance des
des PME et ETI. Et les modalités sont très simples. Il faut s'appuyer sur un partenariat entre un laboratoire de recherche et une entreprise. Attention, contrainte forte, il ne faut pas que l'entreprise elle-même soit issue de ce labo. Il y a un financement forfaitaire qui est peu élevé, 300 kg €, mais qui permet d'accompagner, sur 3 ans, mais qui permet évidemment d'accompagner un vrai travail de recherche. L'objectif c'est d'avoir une centaine de labos d'ici 2015. Alors évidemment, il faut avoir une feuille de route, une stratégie partagée entre le laboratoire et l'entreprise. Il faut avoir une gouvernance commune pour ce laboratoire, même s'il est tout à fait virtuel, hein. Il n'est pas du tout exigé qu'il y ait des murs. Et ce laboratoire, donc, doit enfin, à la fin, être, si possible, une structure pérenne, soit sous la forme toujours d'un laboratoire commun, soit sous la forme de la transformation du laboratoire commun en une nouvelle entreprise. Voilà quelques chiffres clés. Il y a eu 170 projets soumis. Il y en a eu 30 d'acceptés, ça fait 17%. Mais vous voyez qu'il y a eu un nombre très significatif de projets qui étaient non éligibles. C'est un élément important. Il faut que ceux qui soumettent les projets prennent bien garde à lire correctement l'appel, de façon à ce qu'ils respectent les règles, parce que c'est inutile en fait de construire cela et de ne pas avoir de résultat. Voilà. Donc je répète, pas de date de clôture, vous pouvez l'envoyer à tout moment. Seulement, évidemment, ils ne sont pas analysés dès qu'ils arrivent, hein. Dès qu'il y en a un nombre suffisant, le comité d'évaluation à l'ANR se réunit. Ce comité d'évaluation comprend plus d'industriels que d'académiques. Les chaires industrielles, en 2 mots, donc, il s'agit là aussi de renforcer l'impact du secteur industriel dans le monde universitaire. Okay, c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Et donc, on recherche des personnes qui ont des interactions fortes avec le monde socio-économique, mais qui doivent assurer en même temps une formation par la recherche. Mais une recherche liée aux préoccupations du secteur industriel. Donc vous voyez le principe de financement. Vous avez une entreprise qui va apporter des crédits pour la création de la chaire, parce que si l'entreprise n'apporte rien, il n'y a pas de chaire. L'ANR est sur un principe de cofinancement. Donc l'entreprise doit apporter des crédits, l'ANR complète, et en particulier, il est bien d'avoir des cofinanceurs, qui sont d'autres organismes, l'Europe par exemple, ou la région. Et il y a chose importante, la personne qui va bénéficier de la chaire, ça ne peut pas être un enseignant de la structure qui, elle, va voir la création de la chaire. Il faut nécessairement que ce soit quelqu'un qui vienne de l'extérieur. Donc il y a un principe de mobilité. Donc, quelques rappels. Je pense que ces éléments sont toujours importants, hein, de voir ce qui s'est passé. Ça donne une idée de ce que sont les volumes engagés. Donc en 2012, 6 chaires industrielles pour 6 millions d'euros. En 2013, 5 pour 4,5 millions. Et là, l'appel à projet, comme je vous l'ai dit, il est ouvert. Il se clôture le 9 avril. Et il y a 2 grandes évolutions. C'est que vous devez spécifier la demande d'aide attendue, alors qu'autrefois ce n'était pas à mentionner. Et puis il faut montrer que vous êtes capable d'attirer des gens importants, qui ont cette dimension, travaillent avec le monde économique. Donc l'institution qui va être bénéficiaire de la chaire alors elle n'a pas nécessairement à avoir des liens avec l'entreprise, mais il faut qu'elle arrive à attirer quelqu'un qui a lui-même des liens avec le secteur économique. Et trouver une entreprise qui est capable d'apporter des crédits. Pour finir, le programme Carnot, c'est un moyen indirect de financer la recherche. Car en effet, les instituts Carnot bénéficient d'un abondement qui est proportionnel au volume de contrats de recherche partenariale développés par cet institut. C'est entre 20 et 30% selon les types d'entreprises. Donc un institut Carnot qui réalise par exemple 100 millions de chiffre d'affaires une année, c'est beaucoup. La plupart des instituts Carnot d'établissements universitaires ne font pas ces montants-là, ils sont même souvent en dessous de 10 millions d'euros. Mais vous réalisez 100 millions, si c'est qu'avec des grandes entreprises,
on vous donnera 20 millions d'euros pour faire de la recherche. Si c'est avec des PME, vous aurez 30 millions d'euros. Donc une incitation à développer la recherche partenariale avec les PME ETI. Alors j'ai exagéré en donnant des chiffres pareils parce que l'abondement est borné. C'est 60 millions d'euros pour les 34 instituts Carnot qui constituent la carte française. Donc les abondements ne sont jamais à ce niveau-là. Sauf, je crois, si le CEA Leti doit avoir 12 millions d'euros d'abondement sur les 60. Ce qui vous donne une idée de son chiffre d'affaires. Vous voyez, cette carte des instituts Carnot permet en particulier d'avoir pratiquement toujours un guichet pour les liens avec le secteur économique, de façon à développer ce type de recherche partenariale. Et donc en Ile-de-France, vous voyez le nombre d'instituts Carnot qu'il y a. Hein. Il y en a un très grand nombre. Les instituts Carnot n'ont pas de personnalité morale. Ils s'appuient sur les institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent être communs à plusieurs établissements universitaires et organismes. Ils peuvent prendre appui sur un organisme seul. Par exemple, le CSTB a son institut Carnot. INRIA a son institut Carnot. A contrario, l'ensemble des écoles Lémine ont un institut Carnot. Et puis après, il y a des instituts Carnot partagés. À Grenoble, puisque je suis de Grenoble, je le dirai dans un instant, eh bien, nous avons des instituts Carnot qui s'appuient sur tous les acteurs locaux. L'évaluation à mi-parcours des Carnot a eu lieu récemment et il est question donc d'un 3e appel à projet. Les instituts Carnot sont labellisés pour des périodes de 5 ans. La première labellisation a été opérée en 2006. Il y a eu une nouvelle labellisation en 2011. À cette occasion, il faut noter que 30% des instituts Carnot ont perdu leur qualité. Il y en a 30% qui ont disparu. Et donc, évidemment, tout le monde se fait un peu de soucis, car comme l'activité économique n'est pas florissante, les chiffres d'affaires n'ont pas tendance à être en hausse, bien au contraire. Pour finir, il y a en 2014, donc, au sein de l'appel à projet générique, hein, comme je vous l'indiquais, vous pouvez répondre dans le cadre d'un partenariat avec des industriels. Et quelques éléments historiques. 20% dans le passé des projets financés étaient en partenariat public-privé. Ils représentaient 33% des crédits. 33% des crédits. Donc un tiers des crédits sont allés à des partenariats publics-privés. Vous voyez que le montant moyen était de 650 kg et environ 400 entreprises sont entrées dans ces partenariats. 200 PME, ETI et 200 autres. Ce qui fait un budget cumulatif d'environ 40 millions d'euros sur les 675. Pardon, c'est les 40 millions d'euros sur les autres entreprises. Sur les 675 au total qui ont été distribués. Voilà.